Bonjour, Sullivan Joe, secrétaire général de l'association du droit au but qui accompagne les sportifs aussi bien dans leur protection que leur émancipation. Je vais te laisser le soin de te présenter s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Frédéric Bulot, je suis joueur de foot professionnel et international gabonais. Enchanté. Alors Fred, est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours footballistique s'il te plaît? Alors, je suis originaire de Tours, j'ai commencé très jeune à Tours, mes premières licences. Ensuite, j'ai intégré l'IFR de Châteauroux, le pôle espoir de la région centre, centre-ouest. Ça comporte les 19 meilleurs joueurs de la région et un peu à côté. Ensuite, j'ai été à l'AS Monaco et j'ai débuté professionnel à Monaco à l'âge de 17 ans. Ensuite, j'ai été à Caen en Ligue 1 une année. Je suis passé par le Standard de Liège 2 ans. Ensuite, j'étais à Charlton une année et je suis revenu en Ligue 1 en Angleterre. Je suis revenu en France au Stade de Reims où j'étais sous 2 ans de contrat. Et ensuite, j'ai fait un bref retour à Tours pour 4-5 mois après une blessure. Pour après rentrer sur le continent asiatique où j'y ai passé 2 ans. Et je suis retourné en Europe dans un club de Chypre de première division. Dès qu'il y a eu le problème de Covid, parce que c'était des frontières fermées, c'était assez compliqué au niveau de ma famille. Pour venir me voir, c'était très compliqué. Et pour moi, c'était pas une vie, donc je suis retourné en Europe à ce moment-là. Et j'ai signé 1 an et demi avec ce club de Doxa. Et finalement, j'y ai passé seulement 4 mois et j'ai arrêté à l'amiable avec mon président. D'accord. Et parallèlement, donc, tu as une carrière internationale avec l'équipe du Gabon? C'est ça. J'ai commencé à l'âge de 16 ans en équipe de France jusqu'à Espoir, jusqu'à mes 23 ans. Et ensuite, j'ai intégré directement l'équipe nationale du Gabon avec les A jusqu'à maintenant aussi, quoi. Ok. Alors, lors de ton passage à Reims, tu as eu certaines problématiques liées à une blessure que tu as eue, qui s'est aggravée et qui t'a porté énormément préjudice. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé, quels étaient les antécédents et tout ce qui est relatif à ton genou et qui aujourd'hui a malheureusement, on peut le dire, tu me stops si je me trompe, mais mis un terme à ta carrière de footballeur professionnel? Alors, pour cette blessure-là, ça a commencé à Monaco. Donc, j'ai eu 2 interventions au niveau du ménisque. Donc, ça reste quand même des petites interventions, mais il faut le suivre avec des renforcements, des entraînements spécifiques en salle. Rien de fou pour une carrière de footballeur professionnel, c'est courant. Donc, j'ai eu ces 2 opérations-là à l'âge de 17 ans et 19 ans. Elles m'ont fait rater 2 grosses compétitions, donc l'Euro à 17 ans et la Coupe du Monde à 19 ans. Ensuite, j'étais bien suivi par les préparateurs physiques, les médecins qui nous ont donné aussi les exercices à avoir, à préconiser avec les médecins aussi sur certains aliments à prendre, d'autres non. Donc j'étais quand même bien aguerri par rapport à ça. Donc j'ai continué mon bout de chemin de carrière toujours en ascension de la meilleure des façons à mon âge. Et voilà, j'ai eu parfois par moments des petits moments de faiblesse sur le genou, ce qui arrive où tu dois te reposer 1 semaine, voire 10 jours au grand max. Donc c'est des éléments qui sont toujours de toute façon suivis par les clubs. À partir du moment où aussi dans un club, au niveau médical, il y a un checking qui est très important, très poussé. Donc on est au courant avec des tests, des examens, de tous nos antécédents. Donc ça m'a jamais perturbé tout au long de ma carrière, juste au moment où je suis retourné à Reims. Et voilà, c'était une blessure qui était connue par le Stade de Reims. Alors ton retour au Stade de Reims, c'est quelle année? Je suis retourné à Reims en Ligue 1 en 2015. D'accord. 2015. Tu avais signé un contrat de 2 ans. Un contrat de 2 ans. Donc très bien, très bon club, un projet intéressant au niveau individuel, un projet intéressant au niveau collectif. Tout s'est très très bien passé jusqu'au moment où j'ai été en qualification de Coupe du Monde contre le Mozambique avec le Gabon donc. Et je prends un coup pendant ce match. Donc retour au club, je fais un coup sur le genou. Un coup sur le genou, un coup direct sur le genou. Donc c'est rien, un petit épanchement, un hématome. Il me fallait 2-3 jours de repos, quoi. Sachant que c'était le genou qui avait déjà eu quelques ans. Déjà fragilisé. Ouais.
Donc voilà, je rentre au club, j'en fais part au staff médical, au staff technique. Et fallait que pour eux, je joue le week-end et que c'était un match important. Donc j'étais un joueur titulaire indiscutable. Donc voilà, je suis un compétiteur, je suis un gars super aidant aussi, de nature. Donc j'essaie de faire le maximum pour le club dans un premier temps, je vois l'aspect collectif. Et je joue ce match et ça a été, j'ai fait ce match-là entièrement. Mais au niveau des douleurs, au niveau physique, c'était pas ça du tout. Donc j'ai demandé ensuite à avoir du repos et pouvoir me soigner correctement. Et ça a Sachant qu'une blessure mal soignée pour un footballeur, ça peut traîner. D'autres. Et peut-être aggraver celui que j'avais déjà, le problème que j'avais déjà en soi. Donc de la même façon, la semaine d'après, ça n'a pas été entendu. Je me suis pas reposé, je me suis entraîné normalement avec des straps, des soins un peu plus poussés, un peu plus de temps en salle. On t'a refusé donc une petite période de convalescence, de repos, de soins pour pouvoir revenir à 100%. C'est ça. Donc par la suite, je joue le match suivant, c'est la continuité. Et là, vraiment, je sens que ça s'est quand même aggravé et je suis sur une jambe, clairement. Donc ce qui se passe, c'est qu'on commence à me faire un traitement où je m'entraîne une fois sur 2 la semaine. Je joue le week-end. Et jusqu'à un moment donné, au bout de 3 semaines, 4 semaines, je m'entraîne pas du tout la semaine, je joue seulement le week-end. Et ça peut même dérégler un groupe en soi pour des gens qui s'entraînent toute la semaine et qui ont des objectifs de jouer le week-end, ce qui est normal. C'est quelque chose qui t'était demandé, qui t'était imposé, où on te faisait comprendre qu'il fallait que tu le fasses. J'en étais au point où tous mes coéquipiers me disaient « Mais Fred, arrête, t'as mal ». C'était voyant par tout le monde. Même les supporters voyaient que des fois, je bloquais. Il arrivait que mon genou se bloquait sur le terrain et que les kinés viennent et voilà, ils me disaient va peut-être en soins, où ils arrivaient à me mobiliser rapidement et je m'entraînais, j'essayais de finir l'entraînement. Mais c'était vraiment dans des conditions limite, je dis pas insupportables, c'était atroce. Là, c'était des douleurs vraiment atroces. Et mes coéquipiers autour de moi, logiquement et naturellement, me demandaient de m'arrêter. Pas pour prendre ma place, mais pour me soigner, pour mon bien, pour me préserver. Et qu'est-ce qui te fait continuer à ce moment-là ? Ce qui me fait continuer, c'est que j'ai des discussions avec l'ensemble du club, donc ils sont forcément au courant. Je leur demande de me prendre en charge, voilà, c'est des gens, quand tu rentres dans un club, tu fais confiance à ton médecin, tu suis ce qu'il te dit comme protocole. Les préparateurs physiques de la même façon. Le coach, tu dois lui donner le maximum sur le terrain, à l'entraînement comme en match. Malgré que j'étais sur une jambe, j'arrivais à être compétent. Et le fait d'être compétent, c'était peut-être quelque chose qui m'aidait pas finalement. D'accord. Parce que j'étais utile. Et d'être utile à ce moment-là, ça a aggravé ma situation pour mon articulation. C'était pas utile pour ma santé et c'était utile pour eux à court terme. Donc après, avec les discussions, ce que je comprenais, c'est que on avait bien commencé la saison, on commençait à être mal en point. Il faut que tu joues, tu es un élément important. Je voyais pas le côté vice, le côté système business aussi, ça reste un business. L'investissement du club, j'ai signé 2 ans, donc au bout d'1 an, je dois peut-être partir. C'est là que je rapporte au club quelque chose. Et donc, le Gabon est même intervenu, donc la présidence du Gabon est même intervenue sur mon dossier pour dire en gros, et là, il faut qu'il arrête de jouer, il vient en sélection blessé, il n'est pas utile. Donc, en sachant qu'un joueur qui joue le week-end en club, c'est un joueur qui est peut-être convocable pour une sélection nationale. Bien sûr. Donc à ce moment-là, je dois être apte aussi à répondre aux objectifs collectifs de la sélection. Sauf que j'étais, des fois je m'entraînais avec eux, je jouais pas, et peut-être que je jouais la moitié d'un match. Donc ça a été jusqu'à quand en fait ? Ça a été jusque décembre 2015. D'accord. Donc ça a duré quand même 4 mois, facile. Ouais. 4 mois. Et durant ces 4 mois-là, j'alternais les arrêts de travail, les entraînements strappés, jouer à moitié, mais le week-end, limite, on me faisait une infiltration pour que je sente pas trop la douleur et que je sois compétent pour le collectif et pour peut-être l'aspect financier du club. Il fallait que je sois en vitrine et j'étais peut-être un bon billet pour le club à un moment donné. Voilà comment je le vois de façon crue. Et après, en décembre, du coup ? Et en décembre, ce qui se passe, c'est qu'avec la présidence du Gabon, on était avec le chirurgien Kougat,
que je connaissais déjà à Barcelone, D'accord, en Espagne. Donc c'est un spécialiste sur tout ce qui est articulation du genou et beaucoup de joueurs confirmés vont là-bas justement pour ce genre de traitement, pour des PRP, ce genre d'infiltration pour le genou. PRP, c'est infiltration de plaquettes, voilà, ça pour aider à la cicatrisation. Aider la cicatrisation ou même favoriser le mouvement des articulations. C'est quelque chose qui est courant pour les joueurs de foot d'aller là-bas. Donc on préconise une opération maintenant parce que je perds en fait du cartilage, j'ai du sang qui circule dans le genou, j'ai un épanchement incroyable sans cesse, j'ai un genou qui est super gonflé, donc plus de mobilité, plus d'extension complète, plus de flexion. Le club est au courant, je continue à jouer et c'est juste avec du recul assez fou pour moi-même de ne pas avoir limite fait le voyou et de dire j'arrête et puis peu importe les conséquences. Et sachant que, bon, excuse-moi de t'interrompre quelques petites secondes, tu es un joueur. Admettons que tu aies cette volonté de continuer à jouer. Mais à un moment donné, un club comme le Stade de Reims a un staff médical professionnel avec des médecins qui sont en mesure de juger si tu es apte ou non à jouer et si le fait de continuer à jouer peut potentiellement créer un danger pour toi parce que nous qui sommes un petit peu juristes, ça pourrait même caractériser une mise en danger de la vie d'autrui si ton genou était amené à lâcher par rapport à une volonté qui n'est pas maîtrisée ou freinée par les professionnels de la santé. Bah, clairement, c'était ça. Maintenant, comme je le disais précédemment, on est des joueurs de foot, on rentre dans un club, c'est censé être une famille, c'est censé être des gens autour de toi de compétences dans leur domaine et qui sont là pour t'aider, aider le club en même temps, mais protéger aussi ta santé. On reste des instruments, ok, pour jouer au football. On est derrière des investissements aussi, mais après on a des droits, on doit nous protéger, on doit faire attention à tout ça. Et ce qui mettait en péril ma santé sur le court terme, pour eux c'était aussi peut-être du court terme, l'utiliser à court terme, le faire le maximum à court terme. Et après, de toute façon, il est sur 2 ans de contrat et puis il pourra retrouver un autre club. Dans la logique des clubs, entre guillemets, même si tu ne retrouves pas de club, l'institution, le club, c'est quelque chose de beaucoup plus pérenne que la carrière d'un footballeur. Donc c'est vrai que parfois, il se peut que certains dirigeants dans certains clubs, parce qu'on ne va surtout pas généraliser, mais puissent privilégier les intérêts du club avant les intérêts d'un footballeur, parce qu'ils disent qu'un footballeur, il est juste de passage. Nous, on a besoin de s'installer de façon pérenne dans le paysage footballistique et professionnel. Et donc, tu vas voir donc, le professeur Kogat qui préconise une opération de ton genou. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Alors, à ce moment-là, avant d'aller avec le chirurgien pour faire juste une analyse, pour voir comment était l'état de mon genou, etc., il y a un joueur qui jouait avec moi donc, dans mon équipe, qui lui était un bon joueur qui jouait de temps en temps, qui n'était pas titulaire indiscutable, qui a eu un problème de genou assez similaire à ce moment-là, qui lui a eu l'autorisation de se faire opérer. Donc c'est un joueur qui s'est fait opérer pour 6 semaines, qui est revenu sur le terrain et jusqu'à aujourd'hui qui a une bonne carrière et qui n'a pas de douleur. Je prends des fois de soins de nouvelles justement par rapport à son genou. Pas de traumatisme, tout va bien. J'ai eu ce même problème, sauf que moi j'ai eu l'interdiction de me faire opérer. Par qui ? Par le club. D'accord. Par le club, par l'ensemble du club. Et voilà, c'était les directives du club, il faut qu'il joue le maximum de matchs possible. C'est ce qu'on me disait. Donc, limite jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Jusqu'à ce que mon genou pète. C'était les mots crus du président qui disait qu'il faut que son genou joue. Il faut qu'il joue jusqu'à ce que son genou pète, pardon. À ce moment-là, c'est le président qui t'a dit ça directement. C'est le président qui dit ça au staff médical et le préparateur physique qui me le dit clairement. Parce que quand je lui demande ça me fait mal, tes exercices je peux plus, il faut que je voie le président, il me dit tu peux pas avoir accès au président, il a dit faut que tu joues jusqu'à ce que ton genou pète. C'était ça réellement. Et donc pour revenir à Barcelone, je fais une analyse à Barcelone et le chirurgien me dit il faut que tu te fasses opérer tout de suite. Là t'as bousillé ton genou et là on est sur le sauvetage de ton articulation. On est sur le sauvetage de ton articulation. C'est-à-dire épanchement, cartilage, ligament, tout est touché, tout est bousillé. Manque de flexion, manque d'extension. Et il me dit à ce moment-là, t'es même pas sûr de pouvoir rejouer au football après, réellement. Du coup, le club refuse quand même que je me fasse opérer en me disant, si tu te fais opérer, tu peux plus jouer au foot. Mais là, j'étais dans un système où j'étais prêt à perdre les sponsors, les primes individuelles que j'ai avec le club, la visibilité avec le club et tout intérêt avec le Gabon pour les sélections, les objectifs, etc. J'étais prêt à tout lâcher juste pour me soigner. Au-delà même d'une carrière de footballeur qui est quand même importante, la santé n'a pas de prix. C'est ça.
Et j'étais prêt à tout perdre pour justement à ce moment-là. Donc eux, ils ont refusé, mais ils m'ont fait faire une arthroscopie en janvier 2016 à Paris par le chirurgien Jérôme Étain. Donc ils m'ont laissé quand même le temps de réfléchir parce que je voulais surtout pas me faire opérer pour une arthroscopie. Pourquoi ? L'arthroscopie sert juste à laver mon genou, à aspirer les débris, mais en aucun cas à soigner mon problème. Donc c'était quelque chose d'inutile pour moi et j'étais assez aguerri par le passé pour savoir ce que c'était. Ils m'ont dit t'en as pour aller 2 mois maximum et tu vas rejouer le maximum de matchs possible jusqu'à la fin de saison. Donc j'ai compris le système à ce moment-là, il fallait que je joue le maximum de matchs pour aider le club. D'accord. Mais ma santé c'était pas vraiment un problème. La priorité. C'était pas une priorité. Donc on m'a laissé 2 semaines de réflexion alors que j'avais déjà pris ma décision, c'était d'aller à Barcelone, j'avais pas besoin d'attendre. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils cumulaient mes temps d'arrêt où je m'entraînais pas, donc les arrêts maladie, pour justifier qu'en cumulé, ça faisait 3 mois. Je ne le savais pas, donc pour revenir à l'histoire, je me fais opérer finalement en janvier puisque j'avais pas forcément le choix. Je n'étais pas un voyou, j'étais un joueur limite modèle. Et c'est ce que disent les coachs, que s'il y avait des joueurs comme moi, ça serait beaucoup plus facile. Donc en tant que bon élève, je vais me faire opérer en janvier sous les directives du corps médical. Après ces 6 semaines entre l'opération et la rééducation, j'ai finalement fait qu'un match, rentré sur un match, le dernier match de championnat contre Lyon où je joue 15 minutes. Ces 15 minutes-là, c'était l'image pour dire... Donc au mois de mai alors. Voilà, fin de saison. Il est revenu, il a joué 15 minutes. Et entre, on va dire, fin février et mai, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que... Je décortique ce qui s'est passé au niveau de janvier à mai. Et j'étais seul avec le préparateur physique qui essayait de me remettre sur le terrain. Et j'ai passé énormément de temps à travailler musculation, commencer à trottiner sur le terrain, avant même de faire les choses qui sont primordiales pour une articulation, c'est l'extension, la flexion, les choses de base pour pas perdre d'amplitude. Ouais. Et je suis pas passé par cette étape-là. Je devais passer par le step. Il faut qu'il rejoue vite, le plus vite possible. Donc, en réalité, ils ont fait ça tellement très vite que les douleurs étaient juste insupportables. Ils ont aggravé encore plus mon articulation au point où je me suis retrouvé aujourd'hui avec une flexion qui est inapte à jouer au football. J'ai aucune amplitude au niveau de la flexion, c'est dangereux, c'est douloureux et au niveau professionnel de haut niveau, c'est impossible normalement de jouer à ce niveau-là. J'ai désaxage du genou, ligaments, articulation, cartilage, arthrose, ménisque. J'ai tout ce que tu peux avoir dans un genou de problématique. Suite à ce petit coup que j'ai pris où j'aurais dû avoir des soins adaptés, ça a engendré un gros problème sur mon articulation. Donc, et donc fin mai, donc tu fais le dernier match du championnat. Fin mai, je fais le dernier match de championnat en sachant que pour moi, après l'arthroscopie en janvier, c'était pire. C'était pire que ce que j'avais auparavant. Là, j'étais vraiment sur de l'entraînement où mon genou se bloque, mais réellement parce qu'un bout de cartilage bloque mon articulation. C'est-à-dire que je suis sur le terrain, je suis par terre, je tombe et on regarde à gauche, à droite, il faut qu'il se remette sur selle. Et je suis dans un système où même je me sens humilié en fait. Je me sens humilié parce que ces professionnels-là sont censés me protéger. Et moi, avec mon état d'esprit où je donne le maximum, je suis rentré dans un vice où il faut quand même que je donne le maximum pour le club. Mais en même temps, même les coéquipiers me disent de m'arrêter. J'étais prêt à m'arrêter, mais ils veulent pas finalement que je m'arrête eux. Donc comment je dois faire ? Je dois être un voyou. Et puis à un moment donné, tu as même peur de te mettre dans une position de porte-à-faux vis-à-vis du club en refusant entre guillemets les injonctions qu'ils te donnent. Et j'étais exemplaire. Après peut-être, à ma décharge, je suis pas un voyou et j'avais pas des gens importants derrière moi, des loups. J'avais pas des gens qui étaient là à taper à la porte et dire il s'arrête, il joue plus, c'est comme ça. Et à ma décharge, c'est eux qui gèrent. J'avais pas ça. J'avais ma famille qui était avec moi, mon frère qui s'occupait de moi. Et on est peut-être des gens gentils peut-être pour ce milieu. Et donc après, tu arrives à la période estivale, de trêve estivale. Arrivé à la période estivale, le but du club, c'était sûrement de me vendre. Surtout que la deuxième partie de saison a été très compliquée pour le club. Beaucoup de défaites, donc descente. D'accord. Descente. Donc moi, je reviens dans un club à mi-saison après la période de transfert, j'étais parti en sélection pendant cette période-là, d'ailleurs, où j'ai joué contre la Côte d'Ivoire. J'ai pu jouer qu'une mi-temps, donc 45-50 minutes.
les douleurs, j'ai même pas les mots pour expliquer la douleur que j'avais, à tel point qu'à la mi-temps, je dis au coach, coach, j'arrête, je peux pas reprendre, et je suis désolé, j'arrête. Donc lui connaît mon problème, ça fait plusieurs fois que je vais en sélection et que je suis pas super utile finalement. Et voilà, je retourne au club 2-3 semaines après, et directement, mon projet, c'était de voir le président et de discuter sérieusement de ma situation, puisque en réalité, j'ai perdu 8-9 mois, donc une saison pratiquement. Le président ne voulait pas me voir. Il a refusé de me voir. Et à l'époque, c'était déjà Jean-Pierre Caillot. C'était Caillot, oui, c'est par Caillot. Et il m'a dit de voir Alexandre Barbier, le directeur sportif. D'accord. Donc il m'a dit, tu vois Barbier, c'est pareil pour moi, c'est la même personne et tu pourras parler avec lui. C'est ce que Barbier me dit aussi, donc je le vois sans problème. Et j'ai commencé à être malin. Donc j'ai réuni Barbier, le staff médical, le staff technique, tous les membres du club pour que mon discours soit cohérent avec tout le monde. Le coach qui venait d'arriver, Der Zakarian, qui était nouveau, me voit m'entraîner pour des exercices de reprise super faciles. Et à ce moment-là, il me dit, mais comment il n'arrive pas à faire ça? Je ne comprends pas. Donc je lui explique. Et brièvement, le parcours que j'ai eu avec Reims en Ligue 1, il me dit, mais il faut que tu ailles aux soins, que tu te fasses soigner, il faut que tu te fasses gérer. Donc je vais aux soins. Et à cette réunion-là, je dis, voilà, même sur des exercices assez faciles, je ne suis pas bien, j'ai des douleurs et je ne serai pas utile. Donc là, ils ont compris qu'ils avaient utilisé toutes leurs cartouches et que j'allais peut-être pas servir. Donc ce qu'il fallait faire, c'est que, ok, tu veux te faire opérer à Barcelone, tu peux y aller. Je demande, est-ce que le club va m'aider? Avec tous les sacrifices que j'ai pu faire pour le club, je me suis dit, ils vont forcément m'aider. C'était logique. Et j'en parlais même avec ma famille. Eux, ils étaient dans une autre optique. Ils me disaient, mais non, c'est un club. Et j'étais novice, vraiment novice. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils n'allaient pas m'aider pour l'opération, au niveau financier non plus. Et comme je venais de revenir en Ligue 1 et je n'étais pas assuré, c'était les démarches que je commençais à faire. J'étais avec le NFP d'ailleurs. Ils m'ont dit, on t'assure, mais pas ton genou. J'ai dit, ok, je suis prêt à payer plus cher pour m'assurer le corps entier, mais je vais t'assurer tout le corps entier. Ils m'ont dit, ok, mais pas le genou. Donc le temps que je cherche une bonne assurance pour mon corps, tous ces problèmes-là sont arrivés très très vite. Après, c'est plus la priorité, entre guillemets, on pense plus forcément. C'était la priorité et c'était déjà passé, quoi. J'étais déjà passé sous la table, sur la table et voilà, c'était difficile. J'ai pas été écouté par les décisionnaires, j'ai pas été entendu par les décisionnaires et limite tout ce que je disais, eux, c'était l'aspect financier le plus important. Et donc tu as réuni tout le monde et là le feu vert t'est donné pour l'opération. Le feu vert m'est donné pour l'opération à ma charge. D'accord. Tu te débrouilles. On suit rien. D'accord. Tu connais ton chirurgien. On va prendre quand même contact avec le chirurgien et le médecin de Reims. Ils se sont appelés. J'étais sur place avec le chirurgien à Barcelone pour expliquer exactement comment va se dérouler l'opération, comment va se dérouler la rééducation à Barcelone aussi. Donc en amont, on a tout mis en place. Le courrier a été envoyé par le club pour que je puisse faire la démarche aussi. Et voilà, je vais à Barcelone me faire opérer finalement en juillet 2016. D'accord. En juillet 2016, je me fais opérer à Barcelone, fin juillet 2016. Et je reste à Barcelone jusqu'en décembre 2016. Donc longtemps. Pour suivre tout le processus où je me fais opérer, rééducation sur place, toujours en discussion avec le club pour savoir où j'en étais avec le staff médical. Il y a eu des complications parce que Reims, à ce moment-là, ce dont je vous parlais au niveau des arrêts maladie, ils ont cumulé ces arrêts maladie-là pour arriver à 3 mois. Et le règlement dit qu'après 3 mois, si tu es blessé en cumulé, les assurances prennent en charge ton salaire. Ce qui n'était pas mon cas. Et j'ai jamais été en cumulé arrêté plus de 3 mois. Sinon, si c'était que ça... En fait, eux disaient que c'était en cumulé, tandis que le règlement prévoit que ce soit plutôt 3 mois consécutifs. Consécutif, pardon. Je me suis mal exprimé. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, je rentre dans un système où là, le club me coupe mon salaire, alors que sur cette discussion-là, autour d'une table avec tous les membres du club, je parle de cet aspect financier où je vais, à un moment donné, plus avoir de salaire. Est-ce que le club va m'aider à ce moment-là, étant donné que je ne suis pas assuré? Ils me disent clairement non. Donc, ce n'est pas un problème, puisque je sais comment je vais échelonner les choses.
Seulement, arrivé en juillet, donc je vous parle de ça, c'est 10 jours après cette discussion, 2 semaines maximum. Ils coupent mon salaire directement en arrivant. Donc ils m'ont menti, ils m'ont pas dit les choses clairement. Et je me suis retrouvé en difficulté avec ni de salaire du club pendant 2 ans pratiquement, et ni de salaire de l'État aussi, ni de rentrée d'argent de l'État pendant 2 ans, parce qu'ils justifient que j'étais à Barcelone et c'était une opération à l'étranger. Et que j'avais pas fait les démarches pour aller à l'étranger me faire opérer. Et je crois que tu avais à ce moment-là saisi avec l'UNFP la commission juridique de la Ligue de football professionnel pour qu'il tranche dans ce litige et qui t'a donné raison au final et qui a contraint le Stade de Reims à faire, entre guillemets, à te payer l'intégralité des salaires qu'ils ne t'avaient pas versés pendant cette période. Oui, finalement, c'est à ce moment-là que je rentre en contact avec l'UNFP. C'est à partir du moment où ils coupent mon salaire. Pourquoi ? Parce que le club a coupé contact avec moi. Donc j'ai appelé les 2 présidents, j'ai essayé de contacter un peu tout le monde, même les kinés, pour rentrer en contact avec le président. J'avais plus de nouvelles et je leur ai juste demandé comment ça se fait qu'on coupe mon salaire. Silence complet, silence radio. Et à un moment donné, c'est là que je contacte l'UNFP pour rentrer en contact avec le club, voir ce qui se passe, parce que j'avais plus de lien avec eux. Donc l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels. C'est ça. Donc voilà, je suis rentré dans un système où j'étais focus sur ma rééducation avec les moyens que je pouvais avoir. J'ai fait à ma façon. Le Gabon m'a énormément soutenu et je tiens à les remercier encore, parce que sans eux, franchement, je sais pas où j'aurais été, franchement, réellement. Et je me disais même que c'est eux qui avaient pris en charge aussi l'opération. Ils ont pris en charge l'opération, les frais. Ils m'ont beaucoup soutenu pendant toute cette épreuve-là. Et voilà, c'est un remerciement qui sera de longue durée de toute façon, parce que c'est grâce au Gabon que j'ai pu avoir cette opération-là, et c'est grâce au Gabon que j'ai pu avoir les soins aussi et les prises en charge qui étaient importantes. Et donc tu reviens après au mois de décembre sur Reims, c'est ça ? Donc je reviens au mois de décembre sur Reims, avec l'accord de Reims aussi, parce que je pars pas en voyou, je reviens pas en voyou. Oui, de toute façon, tu as des échanges de SMS avec les kinés, le médecin, etc., où tu leur fais part un petit peu de ta situation, ils te demandent des nouvelles aussi, donc on voit que pendant cette période, tu es quand même en contact avec le club. Je suis en contact avec le club, malgré que... Je le précise parce qu'on verra par la suite qu'ils ont prétendu ne pas être au courant de ce qui se passait à Barcelone. J'étais en contact avec tout le monde. Et c'est vraiment paradoxal parce que c'est un club que j'aime beaucoup, des membres du club que j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup d'attaches avec ces membres du club. Et c'est juste une direction qui peut dérégler un peu tout ce schéma-là, toute cette harmonie qu'on avait. Et je leur en veux pas parce que, comme je te disais, c'est des amis et c'est des gens qui sont juste des employés et qui peuvent pas aller à l'encontre d'une direction. Et je suis un joueur, je suis de passage aussi. Donc j'ai eu des moments difficiles où, même en arrivant à Reims, donc en décembre, je pensais juste reprendre ma rééducation et retrouver l'équipe pour aider à monter en Ligue 1. C'était ça dans ma tête. Et avant de rentrer, le préparateur physique me dit même ok, tu arrives, on va te prendre en charge, tout va bien se passer. Des messages qu'on s'écrivait. Et arrivant en club, personne ne me prend en charge. Pas de kiné, pas de préparateur physique. Il me dit mais voilà, encore novice, et je savais pas ce qui se passait. Je pensais juste qu'on était sur un litige financier et que voilà, tout repart sur le bon terme. En fait, non. Je reste pendant une semaine sans soins, sans prise en charge d'un préparateur physique, personne. Donc je fais mes petits exercices tout seul, je demande un rendez-vous avec le directeur sportif. Et voilà, j'arrive à avoir ce rendez-vous après 10 jours. Et je lui demande ce qui se passe, et comment ça se fait que je ne suis pas pris en charge. Un joueur normalement qui est blessé juste pour un bête coup, il vient aux soins matin, après-midi obligatoire. Tu n'as même pas d'excuse, tu dois venir obligatoirement. Moi, oui, parce que le but est de pouvoir rétablir la personne le plus rapidement possible, et c'est votre métier. C'est ça. Donc à un moment donné, il y a des installations, des infrastructures et du personnel adéquat pour pouvoir remédier à ces blessures le plus rapidement possible. C'est ça. Et donc je suis rentré dans quelque chose d'incompréhensif, parce que j'étais sur moi une opération lourde, peut-être le sauvetage d'une articulation, le sauvetage d'une carrière, et on ne me prenait pas en charge. Et j'étais un employé du club, j'étais une bonne image du club aussi, et j'étais plutôt, comme je te disais, exemplaire. J'ai jamais eu de problème avec le club, on m'a jamais rien reproché, et j'ai eu le soutien même des coachs pendant ce moment difficile. Et
Voilà, arrivé au club, c'est comme si tout le monde me tournait le dos, mais pas de façon volontaire. Et je le sentais. Et donc je faisais mes petits exercices tout seul. Je m'imaginais des exercices sur le terrain. Je savais pas où j'en étais au niveau physique réellement. Je faisais fonction jour après jour, comment je me sentais. Et je faisais avec mes outils, quoi. Donc je prenais même à un moment donné des gens de l'extérieur. J'allais à l'extérieur jusqu'à Lille ou même jusqu'en Belgique pour me faire une journée de soins, ou même j'allais jusque là-bas pour faire peut-être 30 minutes avec un ostéo compétent. Avec mes propres moyens, c'était super cher et j'invertissais le club. Est-ce que je peux aller à ce moment-là me prendre en charge? Ils me disaient oui, donc j'allais, je revenais tel jour, ils étaient ok, donc j'étais en discussion permanente avec les kinés du club. Et Sachant voilà. que le club, entre guillemets, ne répondait pas à tes attentes en termes de prise en charge médicale. Toi, tu demandais au minimum 2 séances de kiné par jour, chose qui ne t'a pas été attribuée, et c'est pour ça que tu devais pallier par tes propres moyens à ce manque de prise en charge. Pour bien que ce soit clair dans tous ceux qui vont nous entendre et qui vont regarder ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, je suis arrivé à Reims en décembre. J'étais pris en charge à un moment donné par des stagiaires qui venaient pour des stages de kiné. Donc qui connaissaient ni mon articulation, ni réellement ce que c'était un problème de genou au niveau cartilage, etc. Donc ils touchaient mon genou mais ne me soulageaient pas. Je devais avoir des soins, peut-être de l'acupuncture, travailler peut-être sur ma flexion, l'extension, soulager mon genou parce que la charge de travail 2 fois par jour, elle est importante pour un genou qui est fragilisé et pour une musculature qui n'est pas réellement remise en place. Donc j'ai accepté, j'avais pas forcément le choix non plus. Donc réellement, c'était 20 minutes qu'on m'autorisait par jour de soins. D'accord. C'était ça. 20 minutes par jour l'après-midi seulement. Sachant que tu as même certaines preuves qui matérialisent ta demande à dire mais même s'il faut que je vienne à 6h du matin, je viendrai à 6h du matin, je suis pas là pour déranger qui que ce soit, mais au moins prenez-moi, quoi. Voilà, je suis arrivé au point où aussi j'ai demandé un rendez-vous avec le coach, donc Der Zakarian qui était le coach de la 2e division. Je lui ai demandé de faire un rendez-vous avec le médecin et comme encore une fois avec tous les membres du club. Staff médical, staff technique et voilà. On était peut-être une dizaine dans une salle, dans la salle des coachs, et j'ai parlé ouvertement en leur demandant si réellement ils étaient tous conscients de ce qui se passait. Parce que je savais qu'il y avait des directives d'en haut et je savais que tous les gens avec qui je parlais, c'était des bonnes personnes. Donc j'ai dit clairement que là, on joue avec la santé d'un joueur. C'était une opération lourde que j'ai eue. Il y en a qui ont été joueurs, qui savent ce que c'est. Et si on ne me prend pas en charge, c'est une chose. Mais qu'on me refuse de me prendre en charge, ça en est une autre. Et là, c'est de la mauvaise foi. C'est méchant. Alors, le club affirme t'avoir proposé à un moment donné de rejoindre un centre de rééducation. Cap-Breton. Ouais. Cap-Breton. Et il dit que tu aurais refusé cette prise en charge. Qu'en est-il ? En gros, pour Cap-Breton, c'est un moyen pour eux de m'écarter du club. Que je reste à Cap-Breton. Il me reste de décembre, janvier jusque mai, où il va peut-être faire sa rééducation là-bas. Sauf que la rééducation, je l'avais déjà faite à Barcelone. Ils vont me renvoyer à Cap-Breton dans un protocole qui est le même, mais juste pour m'écarter, pour gagner du temps. Il faut savoir qu'un joueur qui reprend l'entraînement, c'est un joueur qui doit reprendre ses salaires. Et un joueur qui reprend ses salaires dans une situation pareille, c'est quelqu'un qui est un problème pour le club, si c'est l'aspect financier qui compte pour eux. Donc ça, je l'ai compris aussi. Et je refuse de prendre Cap-Breton. Pourquoi ? Parce que je commençais déjà à trottiner. Par mes moyens, mais je commençais déjà à trottiner. J'en étais plus dans les rééducations de... Il aurait fallu que tu y ailles juste après l'opération, c'est en ça. fait. Et justement, j'aurais pu rentrer plus tôt à Reims, mais en parallèle avec le chirurgien qui préconisait la rééducation à Barcelone, tout en informant le club, ils étaient OK pour arriver à terme jusqu'à ce que je reprenne la course. Et les directives du chirurgien de Barcelone étaient claires. C'était 2 entraînements par jour, de gros entraînements, avec tous les entraînements détaillés que le club a reçus et qui n'ont jamais respecté
aucune ligne de toutes ces informations qu'ils ont pu recevoir. Donc là, on en est à peu près à janvier donc 2017. 2017, ouais. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Ensuite, ce qui se passe, c'est que j'alterne la demande de me prendre en soin. Le club, parfois, il y a trop de joueurs, on peut pas te prendre. Donc, c'est des amis, c'est des kinés, c'est des employés. Ok, est-ce que je peux aller à l'extérieur? Oui, tu peux y aller, j'y vais, je fais ce que j'ai à faire. J'essaie de me prendre en charge au mieux. Et arrivé un moment, donc peut-être février, je sais pas exactement, je leur ai demandé de me faire un courrier pour m'interdire, s'ils voulaient vraiment m'interdire les installations, que je vienne qu'une fois par jour. Parce qu'ils m'ont dit que tu dois venir qu'une fois par jour, tu peux plus venir 2 fois. Pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être pour que je perde du temps sur ma rééducation. Et je leur ai demandé un courrier, j'ai reçu ce courrier. Et à un moment donné, ils m'ont demandé de venir au club, rendez-vous avec le directeur sportif. Et ils m'ont dit qu'un huissier était passé au club et qu'il a signalé que je n'étais pas là, que j'étais absent. Et donc le club m'a demandé de sortir des installations, de plus revenir au club, que j'étais... Alors voilà. le directeur sportif de l'époque, c'était déjà Mathieu Lacour. Lacour, ouais, c'était Lacour. C'est avec Lacour que je discutais justement. Okay. Qui lui m'a dit qu'un huissier était passé, que j'avais interdiction de revenir dans les structures parce que j'étais pas là. D'accord. Donc je respectais pas le planning du club et que j'en faisais qu'à ma tête limite. Quoi. C'est ce qu'ils ont dit après au niveau dans ce qu'on a fait dans les démarches juridiques. Donc voilà comment ça se passe. Donc je sors du club et là, je fais vraiment avec que mes moyens. Je prends un vélo, je vais faire du vélo dans le froid, je reviens, je fais avec les outils et tout ce qui peut me passer par la tête, tout ce que j'ai appris, j'essaie de mettre en application et c'était vraiment très 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 difficile. Et à un moment donné, j'ai pris la décision. Complètement ostracisé, isolé. Pas d'aide du club, pas de nouvelles du club. Mais toujours sous contrat. Toujours sous contrat. Donc je vais en Belgique à un moment donné pour me prendre en charge dans un centre. Et là, voilà, je suivais des entraînements régulièrement, peut-être 1 fois par jour, 2 fois par jour, avec mes moyens. Donc, je faisais vraiment avec mes moyens. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour avoir des outils de travail, etc. Et en sachant que quand je suis revenu en décembre, là où j'ai pas été pris en charge par le club, où j'ai pas eu de bons retours par rapport aux employés du club, donc les kinés et les préparateurs physiques, ils m'ont même interdit ou refusé ou pas donné de nouvelles sur juste l'arbre de Noël. Donc pour donner une image, c'était pour moi où j'étais quoi. Tous les membres du club sont invités par cet arbre de Noël, mais moi j'étais pas sur la liste, en sachant que j'étais là. Donc ça a commencé comme ça et en janvier on a un stage de préparation et ce stage de préparation là, j'y ai pas été convié. Alors que un joueur blessé va à ce stage, à moins que tu sois à l'hôpital et que tu te fasses opérer et que tu sois pris en charge après par la suite. Pour la cohésion d'équipe, c'est etc. Ça. Sauf que les joueurs blessés, ils vont. Moi, je suis un joueur qui commence à trottiner, donc je suis censé. Tu peux avoir un programme adapté tout en étant présent. Clairement, j'y suis pas. Et on me dit rien. On ferme les installations du club. Donc, pendant les 10 jours qu'ils ont été en stage, les installations du club étaient fermées. Donc, je pouvais même pas, moi, aller me prendre en charge sur des salles de muscu, des bains froids, des bains chauds, rien. Ils m'ont même pas envoyé. Ce qu'ils auraient pu faire, m'envoyer avec la réserve, peut-être, pour que je me prenne en charge avec la réserve. Complètement laissé à l'abandon. Du tout. Ils m'ont vraiment laissé à l'abandon. Et arriver au terme de ma rééducation en Belgique, c'était que c'était vraiment cher. Et je pense que j'étais bien revenu avec tous les moyens que j'ai pu mettre en place. Et arrivé à un moment donné, une sélection nationale, donc ils me demandent où j'en suis. Je dis que je m'entraîne, mais je ne m'entraîne pas avec un groupe. Je m'entraîne vraiment tout seul. Je ne me suis jamais entraîné avec un groupe encore. J'ai touché au ballon, mais à ma façon, réellement, je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas où j'en suis parce que j'étais isolé, démuni. Je ne sais pas où j'en suis. Et donc tu reprends après la compétition ? Je reprends la compétition. Voilà comment ça s'est passé. J'ai été en sélection. J'en ai parlé avec à peu près quand ? C'était peut-être en avril 2017, je pense. Et j'en parle avec le médecin du club parce que ce qu'il faisait, lui, c'était on se donne rendez-vous pour faire une attestation arrêt maladie, pour que le club ne prenne pas en charge et que ce soit l'État et que je ne rentre pas dans les clous du club. C'était OK. Je venais tous les mois, on se voyait, il faisait son papier. Et j'ai eu une discussion avec lui aussi de la même façon, qui me dit il sait ce qu'il se passe, il sait ce qui se passe au club. Et voilà, ça reste un employé et que lui, il fait son travail. Je lui demande de me mettre sur une remise
sur la possibilité de rejouer, ne serait-ce que d'aller en sélection, ne pas aller au club, mais de rejouer pour aller en sélection. Une sorte de certificat de reprise. Il me dit que c'est pas possible. D'accord. Il me dit que c'est pas possible et que lui, il va pas le faire. Je comprends aussi le système. S'il le fait, problème avec le club. Il peut pas prendre ce genre de décision-là. Il peut pas me mettre en aptitude. Il me dit, il faut que tu vois le médecin du travail. Et je dis, mais je dois aller en sélection peut-être dans 3 jours. C'est quasiment impossible. Qu'est-ce que je fais ? Je vais quand même en sélection finalement. Il me fait pas ce courrier-là. Je lui demande de me faire un courrier pour dire qu'au moins je suis apte. Il me dit, il peut pas le faire. Donc je fais avec mes propres moyens aussi. Je vais en sélection. Et arrivé en sélection, ils étaient déjà au courant de tout, eux. Donc c'était des matchs amicaux, donc ça allait. C'était la première fois que je m'entraînais avec un groupe. Et ça m'a fait du bien. Et j'ai pu voir un peu m'évaluer par rapport à où j'en étais personnellement et par rapport à un groupe. Donc finalement, j'ai pas joué les matchs. J'ai été et je suis rentré. Et c'est après que je suis resté pendant 5-6 mois sans jouer. Parce que j'ai pas retrouvé de club après. J'avais des propositions, mais c'était trop compliqué. L'état des clubs, c'était... Donc tu arrives en fin de contrat, on va dire fin juin 2017. Voilà, j'arrive en fin de contrat avec Reims en 2017. Et l'état de ton genou à ce moment-là ? Parce que tu dis que tu es reparti en sélection, t'entraînais, mais t'as pas joué. Mais qu'en était-il de ton genou à ce moment-là ? L'état de mon genou, il était catastrophique. Catastrophique. Mais je pense que mentalement, tu développes des choses quand tu sais que c'est catastrophique, mais tu arrives à faire un peu. Et que techniquement, tu arrives à faire un peu. Tu as toujours un espoir. Cet espoir-là m'a permis de continuer. Et cet espoir-là, c'était mon moteur, c'était ma famille, c'était mes charges. Et je voulais rien perdre et je voulais pas affecter ma famille plus que ça. Ma mère fait de l'attention, ma grand-mère fait de l'attention. Ça les a beaucoup affectés. Ça a créé pas mal de problèmes. Financièrement, tu avais aussi des responsabilités. Aussi, ouais. Ça a créé beaucoup de problèmes aussi en interne. Et que ce soit financier, famille. Même psychologiquement aussi. Hein. Donc c'était très très dur et Alors comment tu expliques après que tu aies eu l'opportunité de retrouver un club ? Parce qu'après, donc, tu me dis que ça fait 5-6 mois que tu ne trouves pas de club. Ton genou est dans un état catastrophique. Et après, tu re-signes donc dans quel club ? En gros, je retourne à Tours, là où tout a commencé. Donc voilà, je suis l'enfant de... Club de Ligue 2 ? Club de Ligue 2 à ce moment-là. Je suis un enfant de cette ville-là, on me connaît. Et ce qui était bien pour moi, c'était que c'était l'ancien, justement, le sélectionneur du Gabon qui avait signé à Tours. D'accord. Donc il te connaissait bien. Donc il me connaissait très bien. C'est Georges Costa, donc international portugais aussi, qui a d'expérience et vainqueur de la Ligue des Champions. C'est quelqu'un de très compétent et très aidant aussi. Donc il me dit, viens chez nous, je te prends en charge. J'avais des propositions dans les pays de l'Est, mais je connais comment ça va se passer. Je vais aller, il faut que je joue, il faut que je donne des résultats. Si t'es pas là, on risque de pas te payer. Pas là, voilà, ça va être compliqué. Donc je préfère rentrer dans un système où je me remets sur pied petit à petit, ce que j'aurais dû faire à Reims. Je me remets sur pied petit à petit. Faut savoir que la route est très longue, où tu gagnes vraiment ça en 6 mois. Donc pour moi, recommencer à courir déjà à Barcelone, c'était juste, c'est impossible que je rejoue. Tu as tes voix internes qui te parlent et tu te dis, ok, c'est pas grave, mais peut-être demain, ça sera mieux. Et jour après jour, tu gagnes. Donc lui, ce qui s'est passé à Tours, c'était pareil. Je jouais, je m'entraînais petit à petit, de plus en plus fort. Il me demandait toujours comment j'allais, quand j'étais prêt à jouer. Donc c'était vraiment agréable pour moi parce que j'étais pas forcé. Et en même temps, on avait des objectifs aussi de maintien avec Tours. Donc c'était alors, juste une petite question. Quand tu signes un contrat professionnel et une licence, tu passes une visite médicale. Ça m'interpelle et je préfère te poser la question parce que ça va interpeller d'autres personnes aussi. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, les médecins te donnent le feu vert pour pouvoir rejouer au football ? Alors, clairement, moi, j'ai passé après, pour revenir, pour que ce soit bien crescendo, en retour de sélection, j'ai vu ce médecin du travail. Donc moi, dans ma tête, je me dis... faut que je fasse le maximum pour qu'il découvre pas que je ne peux pas jouer. Le médecin du travail, il est inapte, fin de carrière. Fin de carrière tout de suite. Donc je reviens de sélection, je vois ce médecin du travail à Reims et finalement il fait pas grand chose, il me mobilise pas beaucoup, il me demande de sauter sur une jambe, ça je savais faire, il me fait pas la flexion, donc ça allait, il me regarde mon muscle, ça a pas duré super longtemps. Examen plutôt superficiel selon toi. Superficiel, pas trop poussé. Pas ce que je connais normalement dans le monde du football, et donc j'étais forcément super content parce que j'étais apte. Il me dit que j'étais apte, et pour moi apte c'était retrouver
peut-être un cadre qui te un cadre de football pour me permettre de continuer ma carrière. Et là, j'en étais à des douleurs toujours. Il fallait que je tienne mes charges. J'étais prêt à ce moment-là à tout. J'étais prêt à tout pour continuer à jouer au football parce qu'il y a trop de répercussions derrière. Donc, je vois ce médecin-là. Ensuite, je vais à Tours. Je fais une visite médicale. Le médecin me dit aussi comment tu fais pour jouer au foot, quoi. Je dis j'arrive à jouer. Donc, ce qu'ils font Tours, c'est qu'ils me mettent sur le terrain avec l'équipe avant de signer. Quelques jours. C'était à mi-saison. Moi, j'arrive mi-saison. D'accord. Donc, ils étaient déjà sur une moitié de saison. J'arrive mi-saison. Donc janvier 2018 à peu près. C'est ça. Et techniquement, j'étais bon. Je m'entraînais bien, j'étais bon. Et ça compensait un petit peu. Ça compense un peu le déficit physique. Donc finalement, je signe. Et crescendo, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai pas fait tous les matchs, mais j'ai fait des bons matchs crescendo. Donc je quitte Tours et ensuite je pars en Asie. Parce que ce genou-là a fait énormément de bruit. Ça a avorté tous mes rêves de footballeur personnel, pour mes objectifs personnels, collectifs aussi, avec la sélection aussi. Et je vais en Asie où c'est dans l'incompréhension pour tout le monde. Pourquoi il va en Asie tout le monde me voit comme le meneur de jeu du Gabon, le numéro 10. Il va jouer dans un grand club. Sachant qu'avant tout ça, tu es en pleine ascension. Et je vais en Asie, mais vraiment dans le silence complet. Parce que ce problème de genou a fait énormément de bruit, donc ça allait pas m'aider pour continuer ma carrière. Ça allait pas m'aider au niveau de Reims, parce que avec l'UNFP, je commençais à faire des démarches pour aller au bout de ce problème-là, voir ce qu'ils en pensaient. On va pas en retirer un physique, mais ils ont joué sur l'aspect financier. Il faut que je m'y retrouve aussi. Et mes rêves, je les retrouverai peut-être plus jamais. Des rêves de gosse, des rêves d'adulte, des rêves de professionnel et des objectifs. Je suis un compétiteur. Donc, à l'arrivée en Asie, pareil, je vois des corps médicaux, des chirurgiens. J'ai toujours eu le même avis. Comment tu fais pour jouer au football ? Tu n'es pas apte à jouer au football, tu ne peux pas jouer au football. C'est pas normal que tu joues au football. Je m'entraîne toujours avec les équipes avant, 5 jours, une semaine, ça dépend. Toujours compétent. Techniquement, je gère. Je cache ma douleur. J'essaie de faire le maximum pour tout camoufler. Il faut être super fort, il faut être super malin. Et à ce moment-là, j'ai pas la pensée de me dire que je peux mettre en difficulté même le médecin ou le club. Pour moi, il faut juste que je joue. Et j'ai pas eu de problème. J'ai réussi à jouer à chaque fois. Et toujours de façon crescendo, j'en suis arrivé toujours à être un élément super important de l'équipe. D'accord. Donc j'ai fait une première année au Japon et une deuxième année en Malaisie, pareil. Corps médical me dit qu'est-ce que tu fais sur un terrain ? Je m'entraîne toujours avec l'équipe quelques jours, compétent. Et là, fais la saison. Voilà, toujours les mêmes systèmes. Et pour moi, c'était juste d'être reconnaissant pour un club de me faire signer, puisqu'il y avait le côté technique qui était toujours pour que je signe. C'était un investissement. Mais alors, toi, comment tu te sentais à ce moment-là ? Ça allait ? T'avais plus trop mal ? J'avais super mal. J'avais super mal. Moi, au quotidien, je fais 10 fois plus que les autres. Je dois faire des séances. Il y a une séance le matin, je vais me lever super tôt pour faire mes étirements. Je vais manger d'une façon, je vais m'interdire beaucoup de choses. Je dois dormir d'une façon, m'interdire encore beaucoup de choses. Les déplacements en avion, en bus, c'est super douloureux. Il faut que moi je me mette les jambes allongées. Il faut pas que je monte trop aussi que c'est inconfortable. C'est une pression constante. C'est une pression constante. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ton genou ne puisse plus du tout. Tu ne pouvais plus faire semblant. En gros, je pouvais encore faire semblant, mais est-ce que j'allais être utile pour le club ? Est-ce que j'allais être utile pour moi-même aussi à long terme ? Ça allait être quelque chose qui s'aggrave sûrement pour moi. Et j'ai échelonné, comme je te disais, pour ma famille, pour les charges, pour toutes ces choses-là qui sont quand même super importantes. Et donc tu as arrêté quand exactement ? Et après, quand il y a eu le Covid qui est arrivé, j'ai fait mes 2 années en Asie. C'est des années sur l'état civil, donc c'est janvier à novembre, plus ou moins. Donc je suis rentré à un moment donné en Europe et donc j'arrive en mi-saison à Doxa à Chypre. Donc je signe 1 an et demi et j'ai fait de janvier à mai. J'ai fait de janvier à mai. Pareil, médical, c'est bizarre. Je m'entraîne avec les gars, il est super bon. Ok, on prend le risque. Je m'entraîne et pour le problème de quand il y avait la Covid, c'était qu'il n'y avait pas de salle ouverte
Il n'y avait pas de soins adaptés parce qu'il fallait se changer à l'entraînement et se doucher chez nous. On ne se voyait pas beaucoup là-bas. Et pour mon genou, c'était vraiment pas confortable du tout. Le fait que je puisse tenir, c'était que j'avais des soins que je prenais en charge tout seul. Donc j'allais à la salle tout seul, je savais ce qu'il fallait faire. Je pouvais même me prendre en charge au niveau, sur des massages. Et là, vu qu'il n'y avait plus tous ces à côté. Il n'y avait rien. C'était que je venais, je forçais sur mon articulation, j'avais plus mon genou, mon muscle qui protégeait. Et c'était juste super inconfortable. Et donc au mois de mai, tu as décidé d'un commun accord avec le club de mettre un terme à ton contrat. Oui, ça s'est très bien passé. J'étais de toute façon reconnaissant le fait qu'ils me fassent jouer en sachant ce que j'avais comme problème. Donc je me suis juste arrêté à l'amiable avec eux parce que c'était des salaires, c'est un investissement. Et vraiment, j'avais tout donné pour que je sois bien. J'étais bien, mais pas assez pour que je puisse être utile pour le club. D'accord. Je pense que il a été reconnaissant aussi de mon geste parce que je lui ai dit que tu me donnes rien, on s'arrête comme ça. Et par la suite, je reviens en France et de là, je lève le pied sur le football parce que c'était pour préserver ta santé. Pour préserver ma santé, sachant que bon, je ne te le souhaite absolument pas, mais on a vu récemment qu'un ancien footballeur professionnel, je crois que c'est Jérôme Rodriguez. Qui a insisté sur sa cheville à force de jouer sur des infiltrations, etc., à force de douleur, a dû être amputé d'une partie de sa jambe et on ne souhaite pas que ça t'arrive. J'ai été averti aussi par le chirurgien qui m'en a parlé et que arriver à ce moment-là, si le club ne te laisse pas se faire opérer, tu peux arriver à ce genre de problème-là parce que tout se bousille et tu crées d'autres problèmes à côté. Alors, on va essayer de revenir un petit peu parce que je sais que tu es encore un petit peu en litige avec le club du Stade de Reims. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu leur reproches à l'heure actuelle? C'est simple, c'est d'avoir pensé à l'aspect financier avant la santé de quelqu'un. D'accord. Avant la santé d'un employé. Surtout que j'étais toujours très respectueux et j'étais toujours très aidant et que je me suis sacrifié personnellement pour le club. Donc c'est la seule chose que je peux reprocher. De t'avoir mis en danger? C'est ça. Quand je parle du club, je parle toujours... Du côté positif du club. C'est un club que j'aime. Tu dissocies l'institution de certaines personnes qui au sein du club. Exactement. Et je dissocie tout parce que c'est dire je m'attaque à rien, je m'attaque à tout le monde. Non, je m'attaque à certaines personnes. Une ou deux personnes qui sont décisionnaires et malheureusement, ça reste une entreprise, ça reste un club et il y a des employés qui sont juste là à faire leur travail. Tu penses que c'est cette période-là au Stade de Reims qui a sonné à retard, de manière anticipée, mais après de façon échelonnée à retardement le glas de ta carrière, la fin de ta carrière? Je pense que c'est vraiment à cause de cette période-là. C'est à 1000% cette période-là. J'en ai pris des coups sur le genou, j'ai su jouer directement après, j'ai su m'arrêter 2-3 jours et reprendre après et toujours sans problème. Le coup que j'ai pris, c'était pas un coup atroce. C'était le fait de ne pas soigner une blessure qui prend comme toute chose. C'est comme toute chose. Sachant que l'employeur a quand même une obligation de résultat sur la santé et la sécurité de ses employés. Tu penses qu'à ce moment-là, il y a eu un manquement de leur part? Il y a eu un gros manquement de leur part parce qu'ils étaient avertis. Ils ont eu un œil sur mon articulation. Ils me suivaient au quotidien et ils n'ont rien fait. Alors je crois savoir que tu avais gagné dans une première partie sur le traitement de tes salaires au bout des 3 mois en ayant saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel. Et par la suite, tu as eu encore un litige donc avec le Stade de Reims qui a été porté devant la commission juridique et aussi devant le Conseil des prud'hommes. C'est bien ça, C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était un petit peu le fond de ces demandes? Est-ce que c'est toi qui as saisi? Est-ce que c'est le club? Comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu as obtenu gain de cause? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Alors, pour être en toute transparence, j'ai commencé avec l'UNFP au moment où je demandais mes salaires, vu que j'avais plus de lien du tout avec le club. Et en revenant en décembre 2016, donc quand je reviens de Barcelone, je suis pas pris en charge médicalement par le club. Il me laisse vraiment démuni, livré à moi-même, quoi. Donc je fais encore appel à l'UNFP pour comprendre ce qui se passe, parce que le club me dit que j'ai pas le droit à telle ou telle chose, et en même temps on me dit j'ai le droit un petit peu, mais on respecte pas non plus. Donc je demande à l'UNFP est-ce que c'est normal, intervenez. Ils interviennent avec le club en disant faites quelque chose, essayez de, mais sans aller trop loin. J'ai compris à un moment donné que c'était plus possible, puisque quand le club me met dehors, là je commence vraiment à me poser des questions, et j'avais maintenant mes certitudes que le club a joué sur l'aspect financier, n'ont pas pensé à ma santé, et que j'étais exploité. J'étais vraiment exploité, et c'était un viol psychologique pour moi. Donc là, à ce moment-là,
Je demande à l'UNFP d'aller en justice avec Reims. Sauf que l'UNFP, à ce moment-là, je pense qu'ils ne voulaient pas trop se mouiller. Ils m'ont dit on ne peut pas te suivre là-dessus. Et c'est là que je fais appel à un avocat de l'extérieur et que je me débrouille avec mes propres moyens, mes propres idées. Puisque je ne suis pas rentré dans un monde où j'étais dans le droit. Je n'ai pas des personnes autour de moi qui ont eu des problèmes et qui pouvaient me conseiller un avocat super compétent. Puisque quand tu leur parles du problème, tout le monde est compétent. Et arriver à être rebooté par l'UNFP pour aller en procédure, voilà, j'ai cherché des articles sur Internet. J'ai demandé à avoir des exemples d'un joueur blessé, comment ça se passait avec un club. J'ai fait 1001 recherches. Parce que quand c'est comme ça, tu cherches vraiment à avoir un exemple, comment t'en sortir, avoir peut-être une solution de quelqu'un qui a déjà vécu cette chose. Bah surtout que tu te sens victime d'une injustice et tu essaies de trouver tous les outils qui permettront de mettre en lumière cette injustice afin d'être réparé dans tes droits. Ouais, c'est ça. Et je cherchais. Et j'avais pas vraiment. Et comment ça s'est déroulé du coup? Alors, comment ça se déroule? Donc, je fais appel à des avocats de l'extérieur parce que le NFP ne m'a pas suivi. Et voilà, j'ai choisi un avocat. Pour aller au prud'homme. Il me conseille d'aller au prud'homme. Donc, je m'y connais pas non plus en droit. J'apprends sur le terrain, il m'explique un peu ce que c'est. Pourquoi pas au pénal? Parce que j'ai des audios, j'ai des choses qui montrent que... Sachant qu'au pénal, les preuves jugées déloyales sont recevables. C'est ça. On a eu le cas dans un autre dossier, celui d'Anatole Gamucol, dans lequel ces preuves-là ont pu servir pour faire condamner, pour faire reconnaître l'existence d'une faute dans une juridiction pénale. Et voilà, après, je suis joueur de foot. J'ai pas fait du droit pendant ce temps-là. Bien sûr. Donc, quand je sens qu'à un moment donné, je suis tout seul, j'ai personne derrière moi qui peut intervenir avec le club, l'UNFP, qui est le syndicat du football, n'interviennent pas. Je suis vraiment là tout seul. C'est là que je commence à faire des audios. Et c'est là que je fais des audios, je le garde pour moi, j'en parle pas autour de moi, je reste vraiment dans un cercle très restreint, je me protège parce que ces audios-là peuvent être dangereux pour le club, mais peuvent être dangereux pour moi aussi. Je sais pas comment les utiliser, je sais pas ce que je vais en faire. Et j'en parle à un moment donné avec l'avocat avec qui je suis, qui me dit tu peux utiliser ces audios-là, pas en France d'une certaine façon, en passant au pénal peut-être, mais on va passer au prud'homme d'abord. C'est censé être comme le médecin du club. Je lui fais confiance, c'est le professionnel du droit. C'est ça, je lui fais confiance. Et arrivé au prud'homme, finalement, c'est comme si tout ce que j'avais comme preuve ne servait pas à grand-chose. On ne m'écoute pas, on ne m'entend pas. Pourtant, arrivé sur place, quand j'étais avec l'UNFP même, c'était juste waouh, c'est pas normal, même les salaires, le physique, c'est important aussi. Donc vraiment, je me disais même que j'ai pas besoin d'avoir un avocat pour aller en justice avec Reims. J'ai juste besoin d'être là avec mes éléments et c'est super simple en fait à comprendre. J'ai toutes les pièces. Mais non, je suis rebooté. Donc t'es débouté de toutes tes demandes. Pardon, débouté. J'ai pas de soutien, j'ai que mon avocat, je comprends pas. Tu fais appel de la décision. Je fais appel de la décision. Tu passes en cours d'appel. C'est ça. Et la rebelote. Rebelote et jusqu'à arriver à ne plus être avec l'avocat avec qui je travaillais. D'accord. Et de chercher une autre solution. La manière dont le Stade de Reims s'est défendu au niveau du Conseil des prud'hommes, il y a des éléments qui semblent contraires ou mensongers par rapport à ce que tu as vécu? Il y en a énormément et c'est pour ça que je reviens sur mes audios. Il y a des écrits, ils sont au courant de certains écrits, mais mes audios, ça contredit tout ce qu'ils ont écrit. Alors c'est vrai que nous, après on s'est rencontrés, on a pu jeter un coup d'œil, même dans les conclusions, sans parler d'audio, etc. Il y a même dans leurs attestations et dans les écritures, dans les conclusions, des éléments qui sont contraires et qui vraiment viennent s'entrechoquer. Et je pense que oui, ton dossier comporte un certain nombre d'éléments et même sans aller même dans la preuve déloyale, tu avais fait suffisamment d'éléments, je pense en tout cas, selon ma sensibilité, pour pouvoir obtenir gain de cause face au Stade de Reims. Oui, après, je rentre dans le monde de politique, dans le droit, avec les avocats, les clubs, les moyens des clubs, les contacts des clubs, s'attaquer au club, s'attaquer à la Ligue, s'attaquer à la Fédération française de football. C'est tout un système que j'avais pas ça en tête non plus. Et je pensais que les gens autour étaient là pour protéger aussi les joueurs, qu'il fallait juste sortir de ce cocon familial de Reims pour être aidé par la suite, et c'était pas ça du tout. Donc les décisions sont devenues définitives. Donc au niveau du Conseil des prud'hommes, tu ne pouvais plus, on va dire, réattaquer parce que tu
tu n'as pas fait de pourvoi en cassation. Donc à partir du moment où la décision est définitive, tu ne peux pas faire rejuger les mêmes éléments une deuxième fois. Par contre, c'est vrai, donc on s'est rencontrés après. On a pu commencer une certaine analyse de ton dossier. On en a parlé aussi à l'UNFP, avec qui nous collaborons aujourd'hui pour la protection des footballeurs. Et il apparaît qu'il puisse y avoir des éléments pénalement répréhensibles, justement. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, l'avocat t'a orienté vers une procédure civile. Mais au niveau pénal, il y a des éléments qui pourraient être exploitables pour pouvoir faire reconnaître donc une faute de ton employeur de l'époque, donc le Stade de Reims, et éventuellement aussi caractériser ce qu'on appelle une escroquerie au jugement, c'est-à-dire s'il y a eu des mensonges qui ont trompé la religion des juges, donc du tribunal, pour obtenir une décision en leur faveur et en ta défaveur, et que cela t'a porté préjudice et qu'elle est définitive, si on arrive à faire reconnaître cette escroquerie au jugement, permettrait à un moment donné, avec de nouveaux éléments, de revenir un petit peu en arrière et de faire en sorte que tu puisses avoir une nouvelle opportunité de te faire reconnaître dans tes droits. Il y a d'autres pistes comme le harcèlement moral. Et il faut savoir que les délits au niveau pénal aujourd'hui, il y a 6 ans de prescription. Sachant que tu as quitté le club en 2017. Donc ça te laisse jusqu'à 2023. C'est vrai que le laps de temps est court, mais il y a encore des possibilités au niveau juridique que l'on va exploiter ensemble pour essayer de faire en sorte que tu puisses obtenir une reconnaissance de ton statut de victime officiellement par la justice et que tu puisses être à un moment donné rétabli dans tes droits, parce que on va aborder aussi un certain volet aujourd'hui, c'est l'aspect de ta vie de tous les jours, l'aspect psychologique. Comment toi qui es footballeur professionnel, qui a fait de ta passion un métier, parce que c'est une passion avant tout, chez la plupart de nos congénères footballeurs professionnels, comment tu vis cette situation à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, beaucoup mieux, avec le temps beaucoup mieux, puisque j'ai des gens compétents maintenant autour de moi, donc je suis rassuré. Comment j'en arrive à avoir des gens compétents, c'est que j'ai cherché. J'ai eu l'exemple d'Anatole qui était à Reims, et j'ai cherché, j'ai suivi son dossier, j'ai essayé de le contacter, je l'ai contacté, on a échangé, et je me suis dit, il est avec les gens compétents. Il est avec les gens qui sont là pour lui et qui sont là pour le sortir j'ai pas le terme pour dire que on est dans une matrix où on nous enferme et le fait de divulguer des informations peut être contre nous et peut être dangereux pour nous. Parce que tu peux peut-être pas retrouver un club. Les clubs se connaissent, les présidents des clubs se connaissent, ils ont toujours des échanges comment est ce joueur. Donc vraiment nos informations, elles sont restreintes avec, je pense, nos familles et les gens de confiance. Alors juste pour faire un petit rappel, dans le dossier Anatole Ngamukol, par lequel on a pu entrer en contact, Anatole a été victime de harcèlement moral au sein du Stade de Reims par le non-respect de l'article 507, qui jusqu'alors n'avait jamais été reconnu comme constitutif de harcèlement. Il a saisi la juridiction pénale dans un premier temps, par voie de citation directe. Il a obtenu la reconnaissance d'une faute de Mathieu Lacour, donc le directeur sportif dont on parlait tout à l'heure. Et au prud'homme, il a obtenu gain de cause en première instance, mais a décidé de faire appel sur les montants qui ont été attribués. Donc c'est encore en cours, mais la décision par contre au pénal est devenue définitive parce qu'il n'y a pas eu de pourvoi en cassation. Donc c'est une première dans le monde du football, comme tu le dis. Et c'est pour ça que ça a été quand même quelque chose de médiatisé. Il y a encore eu un article qui est sorti dans le Parisien au niveau national le week-end dernier. Donc c'est une affaire qui est encore en cours et c'est par ce biais-là donc, que tu as pu rentrer en contact avec Anatole et qu'on a pu se rencontrer par la suite. C'est ça. Donc ouais, comme je disais, j'ai cherché et j'irai toujours jusqu'au bout. De toute façon, moi, dans mes démarches, quand je veux quelque chose ou obtenir quelque chose, je vais au bout jusqu'à ce qu'on me dise que c'est impossible. Mais je vais toujours chercher et j'apprends sur le terrain aussi. Donc par la suite, c'est vrai que avec ma famille, c'est toujours difficile pour eux aujourd'hui parce que je ne joue pas, ça fait maintenant 1 an. Et pourquoi j'ai voulu avoir une sortie médiatique qui soit bien structurée, c'est que j'ai énormément de questions, des sollicitations des journalistes, des clubs, des agents et surtout pour énormément de la population gabonaise qui savent pas vraiment ce que je deviens puisque j'ai fait aucun communiqué. Depuis 2016, j'ai rien dit. Depuis 2016, je parle pas de Reims. Je parle pas dans les détails en tout cas. C'est une manière pour toi aujourd'hui aussi de t'adresser à c'est une façon pour moi aussi toutes ces personnes. De donner une réponse claire à toutes ces personnes qui me contactent parce que je peux pas répondre à tout le monde comme ça. Et ça peut être aussi problématique pour moi. Donc de façon que ce soit bien structuré, c'est de leur donner ma position sur ma carrière aujourd'hui. De savoir que par rapport
au Gabon. Déjà, pour m'adresser aux Gabonais, ce serait que voilà, je mets un terme à ma carrière. J'avais pas dit définitif, mais ça y ressemble maintenant aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai pas pu atteindre les objectifs personnels et les objectifs pour la nation avec eux. J'étais, je sais, un élément moteur pour l'équipe, un joueur considéré, et c'est juste regrettable qu'une personne puisse décider du sort d'une carrière et d'une nation et des objectifs de beaucoup de monde, parce que ce soit des supporters, c'est des gens qui sont attachés à toi, à ton histoire, qui te suivent depuis longtemps dans tes différents clubs. Et pour moi aujourd'hui, leur donner un retour de ce que j'ai vécu ouvertement, parce qu'ils ont besoin juste de comprendre aussi comment ça s'est passé, pas juste de dire je m'arrête parce que je m'arrête, c'est de comprendre le mécanisme et comment ça s'est passé dans le fil du temps. Leur donner des explications, et ton témoignage est aussi très important pour les autres footballeurs qui pourraient éventuellement être exposés à la même situation que tu as dû traverser. C'est ça, donc je pense que mon histoire va édifier beaucoup d'autres aussi, parce que le fait que j'ai pu chercher sur internet aussi longtemps et trouver à un moment des solutions, d'autres peut-être se retrouveront dans la même situation et auront peut-être mon exemple et pourront savoir comment faire à un moment donné, comment s'y retrouver, chez qui taper à la porte des bonnes personnes. Et voilà, moi c'est une carrière qui est... je suis satisfait de moi, je suis fier de moi. Tu as donné le meilleur de toi. Parce que j'ai contredit la médecine, entre guillemets. Ma tête et mon cœur étaient en constante discussion et on a fait le maximum pour arriver jusqu'au bout. Et là où je suis content aussi, c'est que j'ai pu arrêter de moi-même et de me dire j'arrête là, j'ai donné le maximum, j'ai échelonné comme je pouvais. Et pour ma famille, ma mère, je donne tout pour ma mère. Et de l'avoir pas bien par rapport à cette situation-là, ça a dû aggraver sa santé aussi. Et aujourd'hui, même si j'ai toujours des douleurs et que mon genou n'est pas rétabli, je sais un peu comment m'y retrouver, lâcher un peu le pied, déléguer des choses aux bonnes personnes qui puissent m'aider. Et je sais que je suis bien encadré, donc vraiment quand tu es bien encadré, tu dors bien, tu te réveilles bien aussi. Et on avance sur ce dossier-là jusqu'au bout et on verra ce que ça donne. Et même si j'ai pas gain de cause à un moment donné, je peux pas avoir de regrets parce que j'étais jusqu'au bout. Bien sûr. Sachant qu'aujourd'hui, on a pu aussi reparler de ton dossier à l'UNFP, le syndicat, qui a demandé à son service juridique de pouvoir réanalyser les nouveaux éléments. Et donc, c'est une affaire qui est en cours, donc qui est de nouveau suivie aussi par l'UNFP. Tu sais que tu as notre plein soutien. On essaiera de t'accompagner, on t'accompagnera jusqu'au bout des démarches en essayant, comme tu disais, de donner le meilleur de nous-mêmes, de toi-même, pour pouvoir faire en sorte que ta dignité puisse être rendue. Ton genou, malheureusement, ne pourra jamais être réparé comme il aurait dû l'être. Mais à un moment donné, comme tu le dis, tu as des droits. Les footballeurs ont des droits. Les clubs ont des devoirs. Chacun a des droits et des devoirs. Et tu t'es acquitté, d'après ton témoignage, de l'ensemble de tes devoirs. Certains de tes droits n'ont visiblement pas été respectés. Et notre but aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils le soient. Et qu'à travers ce témoignage, à travers la connaissance de ton dossier, il puisse avoir des évolutions majeures dans la protection des footballeurs pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise à l'avenir. Je te remercie pour ton témoignage, Frédéric. Je sais que c'est pas évident. Je te souhaite beaucoup de courage. Tu sais que nous sommes à tes côtés aujourd'hui. Et pour conclure, je vais te laisser le mot de la fin. Ouais, merci beaucoup à vous. Merci du soutien déjà et de l'écoute. C'est pas seulement de l'écoute. Je pense que le travail que vous faites, je parle pas parce que je suis devant vous là aujourd'hui, mais c'est vraiment de chercher et d'aider les personnes, les victimes. Chercher les moindres poussières, ce que d'autres ne font pas. Et on est vraiment entouré de belles choses. C'est une passion d'abord, le football. Je parle pour mon domaine du football, mais voilà, on est toujours entouré de mauvaises personnes. Et entouré de mauvaises personnes, il faut avoir des gens costauds et compétents pour t'aider et t'épauler, surtout quand tu n'es pas dans le droit. Et pour te défendre aujourd'hui, on passe par l'aspect du droit, de la politique et des bons contacts. Super, merci Fred, je te dis à très bientôt. Merci.